Et j'ai chopé la Bible, j'ai feuilleté toute la nuit chez moi. Peu importe ce que c'est, je veux en être. D'accord. Et pile poil cette semaine-là, il cherchait un storyboarder pour le teaser de Héros à moitié. Ouais. On m'a Ça, c'est une présenté bonne un mode. illustration, il faut se montrer, il faut Faut pas montrer. hésiter à provoquer les opportunités, en fait, il n'y a rien à perdre. Tu dessines souvent, non? Tous les jours. Tous les jours. Ouais, Et ça tous les depuis jours. longtemps? Ouais. Moi, je vois les choses, la réalisation comme construire une maison. T'as un plan d'architecte, mais t'as besoin du plombier, t'as besoin de l'électricien, t'as besoin de différents corps de métier pour réussir à construire ta maison. Et c'est ce qui est beau dans ce taf, en fait. Laquelle de toutes ces étapes, finalement, te procure le plus de plaisir? Sûrement faire rire mes collègues autour des images de storyboard ou faire rire les enfants. Ça, c'est vraiment mon kiff. Et est-ce qu'il y a eu des noms, ou un nom, qui t'a appris une leçon en particulier? Non. C'est hyper prétentieux, faudra couper ça. Bonjour à tous et bienvenue sur The Anima Show. Mon invité aujourd'hui, Cédric Frémaux, est un jeune, talentueux réalisateur créatif qui s'est passionné pour l'animation 2D slapstick. Vous l'avez certainement vu à l'œuvre dans une série comme Héros à moitié. Il nous partage ses créations originales comme Philip and Ferry et des projets dans lesquels il est très impliqué comme Lost in the Future. Cédric met le doigt sur ce qu'il y a d'important lorsqu'on réalise une série d'animation, à savoir mettre du rythme, être pointilleux sur le sound design et réussir à retranscrire ce qu'il y a dans le scénario, le storyboard vers la réalisation. Cédric nous parle aussi de son goût prononcé pour le travail collectif et livre également des conseils pour des jeunes qui souhaiteraient travailler dans l'industrie de l'animation. J'espère que cette conversation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Merci infiniment pour votre soutien et je vous souhaite une très bonne écoute. Cédric, bienvenue sur The Anima Show. Bah, merci beaucoup, Sabri. Tu as storyboardé, tu as réalisé, tu as écrit. Laquelle de toutes ces étapes finalement te procure le plus de plaisir? Sûrement faire rire mes collègues autour des images de storyboard ou faire rire les enfants. Ça, c'est vraiment mon kiff, en fait. D'accord. Je dis souvent à mes producteurs, quitte à ce qu'un enfant reste bloqué sur un canapé à regarder la télé, faut au moins qu'on lui fournisse quelque chose de qualitatif et qu'il rigole bien, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Moi, quand j'entends mon fils se marrer devant un dessin animé, c'est bon, voilà, c'est joyeux, c'est hyper léger et tu dis, bah, il passe un bon moment. Donc, c'est un peu ça ta recherche, quoi. Ouais, clairement, c'est ça. Ah, mais c'est marrant. Qu'on rigole tous, qu'on construit un projet ensemble et que, au final, l'audience s'y retrouve et s'amuse, s'éclate, passe un bon moment. T'es un jeune réalisateur, t'as notamment réalisé une série qui s'appelle Héros à moitié, qui a été bien distinguée puisqu'elle a fait rire plein de gens, elle est diffusée dans beaucoup de pays. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Parce que c'est quand même 52 épisodes, 11 minutes, il y a vraiment un gros travail derrière. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Il y a plusieurs choses. Déjà, c'était dans le process, bon, c'était clairement ma première réalisation d'une série entière. Ouais. Donc j'ai pu aborder et toucher à vraiment toutes les étapes des scénarios jusqu'à l'image qu'on verra à l'écran avec l'étalonnage, avec le mix et compagnie. Donc ça, quand on est storyboarder, chef storyboarder, on n'a pas accès à toutes ces étapes. Oui, parce qu'initialement, c'était ça ta formation. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que tu as commencé ta carrière. Exactement. Ouais. Moi, je suis arrivé assistant board, storyboarder, chef board. Et après, on m'a confié des petites réalisations jusqu'à Héros à moitié. Bah, assez naturellement, au storyboard, tu touches à l'écriture, tu touches au montage. Et là, en tant que réalisateur, en fait, j'avais le contrôle du montage pleinement. J'étais pas sous la supervision de quelqu'un. Donc, déjà, j'ai pu imposer un peu le rythme que je souhaitais. Quand on regarde Héros à moitié, c'est assez... hyper rythmé. Ouais. J'ai un peu abusé. Ouais, non, mais c'est bien, en fait. On s'ennuie pas. À chaque 5 secondes, il se passe un truc. Alors, bon, clairement, Héros à moitié, quand j'ai eu le projet entre les mains, c'était un peu mon gumball à moi. Ouais, tout à fait. Où j'ai mis toutes mes idées et j'ai fait en sorte que ça tienne dans 11 minutes, quoi. Ouais. Mais ça, c'était vraiment cool de pouvoir contrôler le rythme des épisodes et pouvoir jouer sur les moments émotion, les moments d'action, la comédie. Il y a beaucoup de comédie visuelle dans Héros à moitié. On cherchait vraiment à chaque fois, on avait beaucoup dans les scripts, grâce à Chloé et Romain, les créateurs de la série, qui étaient aussi dire d'écriture. On avait beaucoup de séquences à thème dans Héros à moitié. Par moments où on avait des séquences, je dis n'importe quoi, mais espionnage. D'un seul coup, on partait sur Power Rangers. Et du coup, ça fait appel à plein de codes qu'on a essayé de retranscrire et de faire en sorte que ce soit iconique.
Ouais. Et ça marche bien. Et du coup, quand tu avais les responsabilités de storyboarder avant la réalisation, t'arrivais tout de même à introduire du rythme, de la comédie, etc. Ça commence quand même par là, quoi, non? Entre la transcription du scénario vers le storyboard, il se passe un bon morceau, quoi. Ouais, clairement, mais simplement, quand t'es storyboarder, t'as aussi la vision du chef board qui passe après toi, t'as aussi la vision du réalisateur, et en fait, finalement... on peut avoir la même histoire, si tu la donnes à 5 storyboarders, tu vas avoir 5 épisodes différents, 5 sensibilités. Donc là, c'est cool parce que je pouvais vraiment pousser dans le sens de tout ce que j'aime. Donc ça, c'était chouette. Et aussi, une étape que j'ai sous-estimée mais que j'ai beaucoup aimé, c'est le mix. Le mix des sound design, ça c'est vraiment cool. C'est assez fort en fait. D'accord. Avec le sound design plus la musique ou ouais. En fait, ça rajoute beaucoup à une œuvre en réalité. Exactement. On se rend pas compte à quel point c'est puissant pour la comédie où on peut communiquer les idées. Ça a été une surprise pour toi. Ah ouais. J'ai beaucoup appris. Qu'est-ce que tu as appris de crucial où tu t'es dit ah ouais ça je l'avais pas vu de cet angle-là par exemple. Par exemple, si je fais une analogie, il me semble que tu as fait un petit passage pour des productions de Hanna-Barbera. On peut pas dire forcément lesquelles, mais ça reste quand même un style culte, quoi. Hanna-Barbera, c'est deux hommes qui sont partis de MGM et qui sont allés fonder leur propre studio. Et ils ont décidé de faire des séries pour la télévision plutôt low budget, mais en réutilisant les décors ou les assets. En tout cas, ils avaient réussi à créer une économie là-dessus. Et ce qui est iconique de ces Scooby-Doo, il y en a plein, en fait. Il y a les Jetsons, il y a la famille Pierre à Feu, bref. Ce qui est assez iconique, justement, c'est tout ce qui est les sons, les bruitages, les petits gimmicks qui vont revenir. Et on voit que ça donne une teinte au studio Hanna-Barbera. Donc, est-ce que c'est finalement, cette même révélation que tu as eue quand tu t'es approché du mix audio, quoi? À peu près, ouais. C'est clair que, en fait, dans la comédie, par exemple, si par un moment, par exemple, chez Xiam, à Zig et Charcot, des fois, Charcot, il grogne comme un chien, et on s'attend pas à ça d'un requin, en fait. On peut mettre des sound design qui sont complètement déconnectés du personnage, et ça crée de la comédie en plus. Ouais. Et souvent, au mix, on arrivait encore à élever le niveau des épisodes. Sur la blague ou sur le gag. Exactement. Et tout, quoi. Ouais. T'as beaucoup travaillé finalement dans du 2D slapstick quasiment. Hein. C'est une volonté de ta part, c'est un truc, c'est un goût prononcé pour ça. Ouais, clairement. On m'appelle généralement pour faire de la comédie 2D. Ouais. C'est vraiment mon kiff. J'ai toujours, pendant mon enfance, grosso modo, je tournais autour de 3 séries. Il y avait le laboratoire de Dexter, il y avait Tortue Ninja et il y avait Dragon Ball. Ok. Et c'est vraiment 3 choses très différentes, mais en fait, j'ai emprunté des codes de ces séries, en fait, et je les ai un peu mergés à ma sauce, je les ai mélangés, et ça a donné Héros à moitié, en fait. J'aime autant la Japanime que gros cartoon, mais c'est clair que déformer des personnages, leur en mettre plein la tête, ça, c'est bien drôle. Ouais. Puis... ouais, dans des épisodes, les personnages principaux, ils changent complètement de forme. Si par exemple à la cantine, il y a quelque chose qu'ils m'ont pas aimé, d'un coup, il va y avoir une déformation totale de leur visage. Et c'est très slapstick. On retrouve ça aussi dans les œuvres chez Xilam. Voilà, on sent que c'est dans ça que tu baignes, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, tu es passé de storyboarder, apprenti storyboarder à storyboarder, ensuite à la réal. Et là, finalement, tu commences aussi à proposer tes propres créations, si je comprends bien. Yes. Est-ce que tu peux nous parler d'une création sur laquelle tu es en train de bosser? Il me semble qu'au Cartoon Forum, cette année, tu as... Alors, au Cartoon Forum, j'en ai fait 2. J'ai eu la chance d'en faire 2 d'affilée. Le premier, c'était pour mon projet personnel qui est Philip and Ferry. Donc, okay. Un projet slapstick, très cartoon, muet, qui se passe dans un univers fantastique, fantasy, où on est au milieu des donjons et on joue des codes de Heroic Fantasy. Donc ça, c'est assez fun, il faut que je te montre. Ouais. Et la seconde fois, j'ai été appelé pour m'occuper du teaser de Lost in the Future. Ah oui. Donc, il y a une adaptation d'une BD de Alex Fuentes et Damian, qui sont 2 auteurs espagnols. Okay. Et c'est Ellipse Animation qui m'a appelé. Donc, c'est Audrey Serre, la productrice, qui m'a appelé pour réaliser ce projet. D'accord. Et donc, tu as injecté de toi-même, finalement, dans l'adaptation de cette œuvre, quoi. Clairement, ils sont venus me chercher après Héros à moitié. Et j'ai eu pas mal de demandes de « S'il te plaît, refais Héros à moitié, mais dans cet univers. »
D'accord. Donc, ça allait naturellement, en fait. Ça a été assez facile comme mission. Je me pose toujours la question, un green light d'une série, alors je sais pas si tu en as vécu, mais comment ça se passe? C'est les emails froids qui sont échangés, ou alors il y a des petits fours, on sort le champagne? En général, c'est quoi? C'est plutôt des appels assez chaleureux. D'accord. Donc on est content parce que actuellement le secteur est un peu compliqué. Donc on est vraiment content quand une série avance. Et c'est tellement de travail parce que là, par exemple, Lost in the Future, j'ai été appelé il y a 2 ans. Ouais. Mais je pense que pour Audrey ou l'équipe d'Ellipse, ça doit faire au moins 6 ans qu'ils sont dessus. Ouais. Donc c'est vraiment très long. Les projets, c'est long, qui sont longs. Surtout quand ça vient d'une IP déjà installée quelque part. Par exemple, en l'occurrence ici, dans de la BD, si je comprends bien. Ouais. Mais oui, effectivement, chaque bonne nouvelle fait avancer, quoi. Mais donc, un greenlight, c'est pas instantané, ça prend du temps, en fait. C'est un processus. Ça prend du temps, ouais. De gagner la confiance et tout. Tu dessines souvent, non? Tous les jours. Tous les jours. Ouais, et ça depuis longtemps? Ouais. Mon enfance, en fait, j'ai vécu dans un cadre très spécifique. En fait, je vivais à l'étage au-dessus de l'entreprise de mes parents. Ok. Donc, toute mon enfance jusqu'à le lycée, on a déménagé au lycée, j'ai toujours vécu dans un contexte d'entreprise où je voyais mes parents échanger avec les gens. Et j'étais plutôt un enfant assez calme, genre tiens, mets-toi là, fais pas de bruit. Introverti ou discret, quoi. Discret. Ouais, d'accord. Discret. Et du coup, forcément, je dessinais. Ouais. Parce que mes parents, ils étaient occupés. Il faut gérer une entreprise. Il y avait du monde et tout. Mais je dessinais dans mon coin. Et des fois, je déposais des dessins sur les bureaux, mais sans faire de bruit pour communiquer. Et c'était presque un mode de communication à ce moment-là, en fait. D'accord. Et c'était tes petits télégrammes à toi, quoi. Ouais, un truc tu voulais communiquer quelque chose, tu le mettais sur le bureau de papa et maman parce qu'ils avaient pas beaucoup de temps. Ouais. Et puis ils me faisaient un signe de tête. Ils le remarquaient ou pas? Ils le remarquaient, que tu. Ouais. C'était pas non plus des. Ils étaient hyper cool avec moi, mais simplement gérer une entreprise, c'était un domaine très spécifique, qui a rien à voir avec l'animation. Ouais. Mais il y avait du monde, il y avait des clients et tout. Ça générait du passage, donc c'est là où tu as commencé à te mettre au dessin, quoi. Exactement. Mais c'est devenu sérieux au bout d'un moment, quoi. Tu t'es dit, limite libératoire, important, quoi. Ouais, c'était vraiment une manière pour moi de m'exprimer et juste d'imaginer des choses, en fait. J'adorais imaginer des histoires. Et après, c'est marrant, en fait, comme j'étais dans un contexte d'entreprise, tous les jours, il y avait mon père qui se levait à 6h, j'ai vu échanger avec des gens de différentes manières, il y a différents rapports, il y a conflits, il y a bons moments, et peut-être l'air de rien. En fait, je voulais pas être réalisateur à la base, mais naturellement, finalement, petit à petit, aujourd'hui... Ces inspirations de la vie t'ont nourri pour faire de l'animation, en fait, pour animer tes dessins, quoi. Je me lève à 6h, je bosse les week-ends et je continue à dessiner. Donc, il y a peut-être un rapport là-dedans. Très marrant. Non, mais j'aime beaucoup ton style. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'Instagram de Cédric, parce qu'il y a vraiment des trucs super sympas. Il y a des moments aussi où tu fais le parallèle entre ce qui est fait en storyboard et puis l'image finale. C'est très, finalement, instructif. C'est hyper parlant. C'est hyper parlant, et on voit que dès le storyboard, il y a vraiment tout qui est injecté, quoi. Les plans, la séquence, le rythme, la blague en elle-même et tout. Donc, c'est hyper intéressant. Je l'ai beaucoup apprécié. Et j'espère que tu continueras à publier dessus. Ouais. Au fur et à mesure que les séries sortent, je peux dévoiler des petits storyboards et tout. Mais en fait, ma vision du storyboard, c'est que dès le storyboard, tu dois comprendre ce qui va être à l'image finale. En fait, tout doit être présent. Alors, bien sûr, c'est facile de dire ça parce que des fois on est pris par le temps ou même les quotas. Moi je suis réalisateur, je storyboard de temps en temps, mais je fais pas non plus ça toute la journée. Je peux faire du design, je peux faire un petit peu d'anime de temps en temps. Je dois aller checker compo, checker les BG, donc j'ai des respirations. Pour un border qui enchaîne les storyboards, ça peut être fatigant à la longue. Ouais, je comprends. Et donc du coup, effectivement, il faut soit prendre du recul, soit justement peut-être aller confronter à d'autres regards. C'est quelque chose. Dans mon équipe, j'invite souvent les gens à partager leur storyboard entre eux. On a un canal entre nous et on poste nos séquences régulièrement. Et en fait, le groupe souffle des idées, en fait. Ah oui, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ci, ça suggère pour améliorer, en fait. Exactement. Et c'est comme ça qu'en fait, toute une team level up, ou par exemple, quand tu es dans une série avec une économie limitée,
Ouais. On te donne un mind pack avec un certain nombre de décors. Et puis quand tu vois Alors, la un séquence... mind pack, excuse-moi. Alors, un mind pack, c'est... On t'a donné un script à storyboarder. Oui. Et on te donne un pack avec tous les designs que tu as besoin pour réaliser ton script. D'accord, ok. Tous les personnages présents, tous les décors, Ok. peut-être des props, peut-être des FX s'il y a de la magie ou Ok. des choses comme ça. Et tu pars avec ça, mais des fois les packs sont pas à jour, où il y a eu de la nouveauté, de la nouvelle création entre-temps. Et quand tu vois la séquence d'un pote, et bah tu te rends compte, mais en fait, ce BG-là, je l'ai pas eu dans mon pack, mais je pourrais le réutiliser dans ma séquence. Et ainsi de suite, en fait, tu progresses. C'est là aussi, en fait, tu te rends compte que la ressource, elle est peut-être partagée. Exactement. Plus que les conseils, c'est aussi, ah bah tiens, j'avais pas ça. Exactement. Quand il y a des manquements, en fait, d'organisation potentielle, quoi. Ok, intéressant. En tout cas, c'est vraiment des retours très terrain, j'aime beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui, toi, te motive le plus quand tu vas initier un projet, enfin une création originale, hein, qui vient de toi, ou de quelqu'un qui t'en parle et que tu vas adapter? C'est quoi les premières choses que tu fais, en fait, en tant que créatif? Est-ce que tu vas aller documenter à fond? Est-ce que tu vas plutôt essayer de mettre du son et de la musique dessus? Ou est-ce que tu vas griffouiller? Enfin, j'ai vu que tu avais des carnets à fond de dessins, mais qu'est-ce que tu fais? Je pense que la première chose qui m'interpelle, c'est un peu la DA. C'est où est-ce qu'on peut emmener le projet, en fait? Qu'est-ce qui va être l'ADN visuel du projet? La narration, c'est forcément, tu te diriges vers des projets qui te plaisent narrativement. Oui. Mais après ça, c'est qu'est-ce que tu peux en faire par rapport à la narration? Où est-ce que tu peux trouver une DA cohérente par rapport à l'histoire qui fait que le projet est unique, en fait, derrière? Et quand tu parles de DA, excuse-moi, t'entends par là le chara design plus l'univers, le lore qui l'entoure, le color script, enfin c'est un peu ça? Exactement, Okay. Vraiment l'univers visuel, Okay. Comment les persos vont être traités, comment ils vont être intégrés dans les décors, comment on va compositer l'ensemble. Par exemple, enfin je sais pas, si tu passes d'un 101 Dalmatien à un Dragon Ball à un Lego, clairement, c'est des styles différents. Tout à fait, ouais. Et il y a tellement de façons de raconter des histoires de manière visuelle. Donc moi ça c'est assez kiffant en fait. Et tu peux faire plusieurs pistes pour la même idée de DA. T'arrives à développer plusieurs pistes en disant, ben en fait, il y a cette DA possible ou celle-là. Typiquement, la semaine dernière, pour un projet, on m'a appelé pour un projet. Et j'ai fait un mood board où si je vais avec vous sur ce projet, il y a ces 3 pistes possibles. Ah oui, carrément. Donc ouais. C'est des mood boards simples. Hein. Des fois, il y a des petits croquis, des fois non. Mais je dis, tiens, j'aimerais bien emmener les persos dans tel genre, avec ce genre de décor. Ou sinon, là, il y a quelque chose d'un peu plus risqué par rapport au marché, mais c'est vraiment sexy. Ça pourrait être cool d'aller dans cette direction. Quelque chose d'unique, quoi, voilà. Ouais. Et après, il y a la version souvent... typiquement, j'ai fait une 3e version où je sais qu'ils vont dire non, mais ça serait sexy d'aller explorer dans ce sens, quoi. Ok, c'est bien. En tout cas, tu prépares plusieurs pistes, quoi. C'est pas une seule et même unique piste. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, quand tu vas faire un pitch, ça peut être au Cartoon Forum ou ailleurs, que le pitch va être distingué ou va attirer l'attention de l'audience ou des acheteurs ou autres? Je pense que c'est tellement aléatoire, il y a tellement de possibilités, c'est une alchimie particulière. Déjà, l'équipe qui est autour du projet, je pense, tu sens tout de suite l'énergie. S'ils viennent présenter et qu'ils sont vraiment fiers de présenter, ou c'est plus en mode on n'avait rien d'autre, c'est dommage. Ça se sent en général. Ouais. Il y a ça. Après, malheureusement, t'as aussi, tu dois prendre en compte le marché. Une des choses que j'ai apprises dernièrement, dont j'avais pas la connaissance avant d'être réalisateur ou de faire du dev, mais on m'a expliqué que chaque diffuseur aimait bien, avoir une espèce de famille graphique cohérente. D'accord. Tu veux pas avoir trop de séries qui sont artistiquement différentes d'une autre au sein d'une même chaîne. Ça peut arriver, il y a des exceptions, hein, toujours, mais il y a quand même des cohérences. Donc, c'est vrai que si on pense à Cartoon Network, par exemple, il y a une ligne graphique qui s'installe, quoi, tu vois. Les Dexter jusqu'à les Super Nana. Il y a clairement une couleur, quoi. Mais ça a du sens. Je pense qu'ils ont intérêt à le faire, quoi. C'est un peu, tu viens en tant qu'enfant ou autre,
t'as un rendez-vous avec des créations et ce rendez-vous, bah, tu t'attends à un certain style, quoi. Exactement. Mais du coup, si par exemple, par rapport à la narration, tu sais que ça va plaire à tel diffuseur et que tu diriges ton développement artistique dans ce sens, et au même moment, t'as un concurrent qui sort une série dans le même univers, ou qui est passé juste avant toi, bah, ta série, elle saute. Tu la revois 5 ans plus tard, peut-être. Ok, je vois très bien. Ça, c'est compliqué. C'est un peu stratégique, il faut anticiper, quoi. Ouais. Et c'est pareil pour une sortie de série, quand ce sera diffusé. Ça dépend de l'heure de diffusion, ça dépend de plein de paramètres, mais on ne sait pas si tu peux avoir une très bonne série qui fait un flop alors qu'elle est qualitative. Pop, petit arrêt sur image juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Music qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Toon Boom qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé, retour à la conversation. Donc tu as parlé des choses qui avancent et qui sont encourageantes et enthousiasmantes quand les étapes sont validées au fur et à mesure. Mais est-ce qu'il y a eu des noms ou un nom que tu as reçu, et puis ça arrive, normal, qui t'a appris une leçon en particulier? Non. C'est hyper prétentieux, faudra couper ça. C'est le yes man, quoi. J'adore. Ok, mais tant mieux. Non, mais après, c'est un process très très long. Moi, j'ai fait Héros à moitié, j'ai eu des devs l'année suivante, donc on parle de il y a 2 ans. Certains ont été signés, d'autres, on ne sait pas. Ouais, il y a un peu le suspens, quoi. Ouais. Pas toujours évident. Et puis après, c'est déjà arrivé par exemple, au Cartoon Forum, il y a des projets qui sont apparus il y a 10 ans et qui reviennent à nouveau et qui ont une seconde vie. Donc en fait, c'est jamais fini. Ça peut revenir. Mais justement, est-ce que tu as des projets dans les tiroirs que tu rêverais un jour de remettre sur le marché ou produire toi-même? Ouais, il y a toujours des petites idées, mais ça dépend tellement du marché, d'être là au bon moment. Il faut avoir le temps aussi pour développer. Quand on est occupé en pleine prod. C'est ça, ouais. Bah, c'est vrai, il faut trouver le temps. C'est soit le soir, soit le week-end, soit sur ton temps libre, quoi. Exactement. Après, t'as la passion pour le dessin, donc c'est bien, mais bon, c'est vrai que quand tu fais ça toute la journée et puis tu veux développer toi-même des idées, ça nécessite du temps. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec d'autres invités. Il y a des moyens de créer des bulles comme ça, créatives ou comme des résidences d'artistes, etc. Et je trouve que c'est un bon fonctionnement pour se mettre, tu vois, à développer en profondeur quelque chose ou une idée. Tu as été un storyboarder qui a finalement un bon track record. Est-ce que tu as un conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le storyboard aujourd'hui, avec tout ce que ça revêt, parce que il y a un petit peu des mouvements tectoniques sur le marché en lui-même, oui, mais aussi avec l'IA, etc. C'est intéressant parce que j'ai donné des cours de storyboard l'année dernière à des jeunes élèves qui vont être diplômés d'ailleurs cette année. Donc c'est assez cool. Je pense que il faut être très très bon en dessin. Là actuellement dans la production de séries, alors c'est très axé série mon propos parce que série TV, TV parce que c'est quand même un rendement particulier. Il faut fournir très vite. Et là, actuellement, il y a des très bons storyboarders qui sont capables de faire des très belles images très très vite, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et aujourd'hui, la prod pourrait préférer peut-être des storyboarders qui dessinent légèrement moins bien, qui lèchent un peu moins les images, mais qui rendent à l'heure. D'accord. Ouais, qui ont une bonne productivité, quoi. Ouais. Aujourd'hui, rendre à l'heure, c'est vraiment déjà très très important, en fait. Ok. Ça, c'est un bon conseil, je pense. En tout cas, à connaître pour ceux qui rentrent en tant que storyboarder sur le marché. J'espère. Je pense qu'après, il faut se nourrir, c'est classique, mais il faut se nourrir forcément de plein de références, avoir une espèce de culture visuelle, être curieux de regarder plein de genres de films. Sur Héros à moitié, c'est ce qui m'a servi pour faire les différents codes horreur, humour, japanime. Et après aussi avoir un sens du montage, particulièrement pour la comédie, c'est beaucoup de rythme en fait. Donc faut pas se focaliser que sur le découpage, sur l'image, le dessin. Faut aussi avoir une idée de comment je vais faire durer les plans. Est-ce qu'il y a un truc qui t'éclate en ce moment sur l'animation qui n'existait pas au début de ta carrière, au sens
par exemple l'émergence de l'animation adulte ou voilà des choses qui sont nouvelles et qui vraiment t'interpellent, te parlent quoi. Je pense que par rapport à quand j'ai commencé il y a 15 ans, on était beaucoup plus sage en termes de comédie. Ok. Et il y a eu un espèce de pic avec l'arrivée des Netflix, Amazon, Disney+, où on a pu pousser davantage la comédie, être un peu plus outrancier, augmenter la qualité visuelle des séries. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et du coup, ça m'a permis personnellement de tester plein de directions artistiques différentes, en fait. J'ai pu m'éclater au niveau DA, à trouver des codes visuels assez forts. Okay. Ça, c'était chouette. Là, aujourd'hui, je pense que le marché, c'est un peu figé, il est plus frileux. Ouais. Et on a plutôt tendance à revenir vers des séries sûres, un peu, je vais pas dire un peu moins jolies, hein, ça serait trop un gros mot, mais pas chercher le top, plutôt revenir à des séries un peu plus simples, mais qui fonctionnent. Des basiques, quoi, en quelque sorte. C'est un peu dommage. Je trouve ça un peu triste que depuis 2 ans, j'observe que finalement, on rétropédale. D'accord. Après, bon, moi j'imagine et je sais qu'il y aura un rebond. Peut-être que ça fera naître à nouveau des super nouvelles IP, quoi. Et je sais que tu as amené ton iPad avec toi. Peut-être que tu peux nous montrer des trucs. Tiens, je peux te montrer Philip and Ferry. Alors ça, c'est une création originale. Ouais, ça c'est mon projet. Donc c'est marrant, ça mélange un peu le kawaii avec le fantasy. J'avais envie de faire une série qui reprend les codes cartoon, mais aussi qui mélange avec de la japanime. Et je voulais axer la DA vers quelque chose d'assez asiatique, en fait. D'accord. Pour aller, il y a un gros marché asiatique. Ouais. Et je me disais que ce genre de design, en fait, ça pouvait coller. Il y a quelque chose à trouver. C'est super, hein. Je me suis inspiré des jeux vidéo de mon enfance. Il y a du Super Mario, il y a du Zelda. Ok, donc on voit là toutes tes inspirations qui viennent dans ta création originale. Ah, c'est chouette, hein. En tout cas, beau potentiel. J'aime beaucoup. Merci. Donc ça, c'est création originale. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais me montrer là ou... Je peux te montrer Lost in the Future. Ouais. Vous avez conservé le style initial de la BD ? Ouais. Quand on m'a appelé pour cette mission, on m'a remis les comics entre les mains et on m'a dit, tiens, comment tu adapterais ? Ma réponse a été assez simple. En fait, il n'y avait rien à changer. Il fallait juste adapter en animé. Les auteurs de Lost in the Future, ils passent par une boîte française, ils nous connaissent pas, et c'est leur bébé. Oui. C'est leur projet. Enfin, il y a 3 tomes et tout. C'est un gros truc chez eux. C'est important. Donc, j'avais à cœur de créer du lien avec eux et de faire valider, en fait, qu'ils se disent, OK, on peut discuter, on peut échanger, on peut améliorer. Et en fait, ça s'est très bien passé. Ouais, ils étaient contents du résultat, quoi. Ah ouais. Après, on y est retourné pour montrer le teaser terminé à Barcelone. D'accord. Et Alex était pas mal ému, en fait. Hein. Ah oui ? Ouais, il est plus grand que moi. Que les voix il fait 2 mètres, on a fait un câlin comme ça, j'ai fait un câlin à un ours, c'est assez drôle. Ah, c'est excellent. Merci de me montrer toutes ces créations, c'est très cool. Avec plaisir. Ça procure de la satisfaction, non ? Quand on arrive à la fin d'un teaser comme ça et qu'on va le présenter la création à des gens, non ? Ouais, c'est assez cool, mais surtout de construire quelque chose en équipe, en fait. Je suis pas tout seul pour réaliser ça, collectif, en fait. Moi, je vois les choses, la réalisation comme construire une maison. T'as un plan d'architecte, mais t'as besoin du plombier, t'as besoin de l'électricien, t'as besoin de différents corps de métier pour réussir à construire ta maison. Et c'est ce qui est beau dans ce taf, en fait. Ouais. Quand on réalise quelque chose, qu'on travaille avec mes équipes, je leur demande toujours une plus-value par rapport à leur corps de métier, en fait. Donc, à l'animation, je veux pas qu'on recopie simplement le storyboard. On augmente la qualité, on donne des subtilités en plus. Ouais. Au décor, bon, forcément, les décors passaient du noir et blanc à la couleur, avec la lumière et tout, c'est cool. Tout le monde amène quelque chose en plus, et une fois qu'on combine tout ça, les gens, ils sont surpris, en fait, parce qu'ils savent pas ce que les autres ont ramené, eux aussi, et c'est cool, en fait. Et c'est à toi de construire l'équipe, d'aller recruter, justement, personnes au background, à l'anime, etc., ou souvent, t'as une équipe qu'on te met à disposition et tu fais? Alors ça dépend des missions. Ouais. Moi je sais que Héros à moitié, clairement, c'était une équipe que j'ai créée. D'accord. Donc t'as recruté, quoi. On a recruté, tout le monde passait par moi, et c'était hyper important, en fait. Pour moi, c'était ma première réalisation, je voulais être avec des gars sûrs. De temps en temps, dans le recrutement,
on peut faire l'erreur de se dire, OK, celui-ci est très bon et on va le prendre d'office pour le prochain projet. Mais en fait, il ne matche pas particulièrement avec le prochain projet. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas parce que tu es hyper fort dans des décors japanime que tu vas être hyper fort pour des décors cartoon et savoir synthétiser les choses, en fait. Il y a un fit avec l'œuvre elle-même, quoi. Exactement. Ouais. Donc, de projet en projet, ça m'arrive de pas rebosser exactement avec la même équipe parce que je cherche la personne qui correspond au projet. Ok. Et ça peut complexifier les choses de recruter quelqu'un qui est hyper fort mais qui correspond pas au style parce que c'est pas dans son ADN, en fait, tout simplement. Et sur le long terme, quand il faut faire 52 épisodes et tout, c'est pas facile, quoi. Exactement. Et moi, je préfère assumer mes erreurs plutôt que celles des autres, en fait. Ouais. Mais de toute façon, le recrutement doit prendre du temps. Si on veut construire la bonne équipe, c'est crucial, quoi. Ouais. Ça fait partie de tout projet. Ça, on retrouve un petit peu en boucle avec le côté entrepreneuriat, parce que finalement, tu parlais de tes parents qui avaient cette entreprise, et tu les as vus vivre et certainement recruter, se confronter à des clients, enfin tout ce truc-là, finalement. Faire des erreurs aussi. Faire des erreurs, ouais, tout à fait. Se séparer de deux personnes. Ça, c'est des choses qui sont finalement en sous-bassement dans ta personnalité et qu'on retrouve là maintenant que tu es au dev ou à la réalisation. Et du coup, toi-même, est-ce que tu as un conseil à donner à tous ces étudiants qui sont actuellement dans des écoles d'animation, quoi? Ouais, qui vont sortir. Ouais. Je pense que par rapport au marché actuel où on sait qu'on est en crise et qu'il n'y a pas beaucoup de production actuellement, il faut que les étudiants aient pas peur de viser les plus petites entreprises, les plus petites boîtes. Ouais. Parce que, en fait, actuellement, il y a trop d'artistes pour le nombre de boulots disponibles en production. Ouais. Et en fait, il y a de très bons artistes qui n'hésitent pas, parce qu'ils doivent se nourrir, parce qu'ils doivent continuer à travailler, à aller dans des plus petites structures. Par exemple, je me souviens, il y a 10 ans, pour un stage dans une petite boîte, j'étais avec un cara designer de DreamWorks. Et là, t'apprends un max de choses. Oui, tu tires profit de toute son expérience. Et après, ça a un autre effet, c'est que la personne, si tu matches bien avec cette personne, elle part à nouveau dans une bonne boîte et s'il y a un bon feeling, elle est amenée à te faire rentrer dans cette boîte ou au moins à communiquer ton nom. Ouais. Et faut pas rester passif, quoi. Il faut aller même dans les petites boîtes, faire un stage, faire quelque chose pour apprendre, en fait. Faut montrer que tu en veux, en fait. Faut tout le temps aller chercher. Je me souviens, moi, j'avais fait des tonnes de stages à l'époque et j'ai toujours provoqué mes opportunités. Mais sur Héros à moitié, la manière dont je suis arrivé sur le projet, c'est que je bossais sur un teaser en storyboard à Cybergroup et dans un bureau, je vois la bible graphique de Héros à moitié. Ok. Et j'ai chopé la bible, j'ai feuilleté toute la nuit chez moi. Et le lendemain, j'ai été voir le boss de Cybergroup, donc qui était Olivier le directeur du studio à l'époque. Et je lui ai dit, c'est quoi ça ? Peu importe ce que c'est, je veux en être. D'accord. Et pile poil cette semaine-là, il cherchait un storyboarder pour le teaser de Héros à moitié. Et après, j'ai été... on m'a ça, présenté c'est une bonne illustration. Personne ne vous attend, quoi. En gros, il faut se montrer, il faut montrer. Pas hésiter à provoquer les opportunités, en fait. Il n'y a rien à perdre. Et j'étais déjà content de faire le storyboard de Héros à moitié. Puis après, finalement, je suis passé à la réalisation derrière. Donc, c'est fun comme ça. Ouais. Enfin, je sais pas si tu veux parler des IA, mais là, j'en profite. Enfin, les IA, tu vois, c'est un outil... C'est tellement puissant. Je pense qu'on va devoir faire avec. On va devoir l'intégrer à nos pipes. C'est pas possible de faire autrement. Mais il faut pas le faire de la mauvaise manière, en fait. Au détriment de quoi ? Par exemple, moi, je vois que quand je réalise Héros à moitié, je suis pas tout seul. Ouais. J'ai eu le regard de mon superviseur de board, j'ai eu le regard de mon superviseur au décor, de mon cara design, et j'ai pas toute leur connaissance. C'est leur taf. Ils sont experts là-dedans. Ouais. Si tu me dis, je me retrouve tout seul pour réaliser Héros à moitié saison 2, ça aura pas la même gueule à la fin. Hein. Bah oui, forcément. Parce qu'ils m'ont apporté leur expertise. Entre-temps. Il y a un ping-pong constant sur chaque étape, en fait. Exactement. Ouais. Et c'est humain, en fait. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'on n'enlèvera pas la création humaine, le storytelling, le regard aussi qui dit, mais non, mais cette anime, elle fonctionne pas, en fait. Il y a un truc qui déconne et ça vient de là. Avec l'expérience, en fait, on peut pas remplacer ça. Ouais. Donc, moi, j'ai besoin de leur retour, de leur... Enfin, je vois la réalisation de manière assez simple. Je m'entoure de personnes meilleures que moi dans leur domaine, en fait. Donc, à partir de là, j'ai peu de chances de me tromper derrière. Après, chacun dans leur domaine, peut-être, peuvent actionner des IA, et certainement le feront à l'avenir, qui vont les aider soit à trouver une option,
soit tu as à faire des tâches répétitives plus rapidement, etc. Donc il faut faire confiance à chacun dans son corps de métier pour aller prendre les outils d'IA qui vont aider au pipeline, quoi. J'imagine, hein. Faut voir, pour le moment, c'est tellement flou. C'est vrai, c'est encore... On sait pas... zone grise, quoi. Il y a eu droit d'auteur, et puis honnêtement, je pense que les artistes ne veulent pas d'IA, et c'est compréhensible, parce que la crainte, c'est pas l'outil en lui-même, c'est le fait de remplacer des gens par des IA. C'est ça qui fait peur. Et là, actuellement, du peu que j'ai entendu, c'est vrai. Il y a encore un mois, un producteur mettait la pression sur une équipe de décorateurs pour réussir à tenir les délais, sous menace d'utiliser les IA pour finir la prod, tu vois. Pas très élégant. Et ça, c'est pas de cette manière qu'on veut entendre parler d'IA. Ah oui, forcément. Donc c'est pareil pour le doublage, en fait. Doublage des voix. Oui, les comédiens, ils sont tellement importants, ils apportent une plus-value. On a envie de les garder, en fait. On peut pas les remplacer. C'est tellement... Alors, qu'est-ce que tu penses d'Amazon qui, je pense, sur certaines séries, alors peut-être pas des séries animées, j'en sais rien, a utilisé les IA pour doubler dans tous les langages leur série, quoi. Et ils ont fait ça ? Ils ont fait ça, Ah, tu m'apprends. Je pense que c'est naze, ouais. Enfin, surtout, en fait, en France, on a une culture du doublage qui est assez forte, en fait. On sait bien faire. Ouais. Je pense que dans certains autres pays, c'est peut-être qu'ils regardent directement en VO, avec des sous-titres. C'est vraiment... je pense à des amis en Scandinavie, ils regardent leurs séries en VO depuis leur enfance. Et les dessins animés sont des fois en VO. Donc c'est une autre culture. Mais en France, en tout cas, on a besoin de nos doubleurs. En fait, c'est trop puissant. Et pareil, eux aussi, ils rajoutent une plus-value, des idées, ils nous soufflent des choses sur Héros à moitié. Parce qu'ils enregistraient les voix avant l'anime ou après? Comment ça se passe en général? Alors ça dépend, il y a plusieurs manières de faire. Soit tu enregistres les voix définitives dès le début, et du coup le storyboard on se cale dessus pour faire les actings, et ça peut être cool, et du coup tout le monde s'appuie dessus. C'est ce qu'ils faisaient chez Disney et Pixar notamment, mais Disney, Pixar avec du pognon. Oui, c'est ça. Nous, c'est pas trop le cas généralement. Du coup on fait plutôt des voix temporaires. Parce que personnellement, en série, déjà les scripts, on a tendance à devoir un peu les raccourcir à l'animatique, forcément, parce qu'on a toujours plus de matière qu'il n'en faut. Et quand tu veux faire de la comédie, en fait, tu peux inventer des gags face à la séquence, en fait, une fois que tu y es. Et des fois, ça nécessite de rajouter de l'impro aussi. Exactement. Donc, cette plus-value-là, elle est importante, elle est hyper importante. C'est là où tu fais le croustillant de la comédie, en fait. C'est clair. Des réactions bizarres de personnages, je sais pas, BAVC peut-être quand ils rigolent tous les deux, ça c'est pas dans un script, hein, quand ils sont deux débiles sur leur canapé, et ça fait rire. Donc moi je suis plutôt partisan de cette manière de faire des voix temp, que ce soit assez modulable. Des fois, je m'enregistre moi-même pour refaire des choses. Et puis après, par contre, il y a un comédien qui va refaire les choses au propre et qui va encore amener des nouvelles idées. Et ça, c'est cool. Je trouve que c'est bien parce que t'es pas dans un rejet de l'IA, mais t'es dans un truc de attention, il faut te précautionner là-dessus. Et tu argumentes vachement bien sur c'est quoi l'apport de l'humain en fait dans les créations, et on se rend compte que si on faisait la même série avec une équipe IA et une équipe d'humains, in fine la qualité à l'écran se verrait, quoi, clairement. Je serais curieux de voir. Ça serait un bon truc, une bonne expérience à mener, en tout cas dans l'industrie de l'animation. Ça serait vraiment marrant à faire, parce que on se rendrait compte certainement que d'un côté ça passe, de l'autre ça passe 10 000 fois mieux, parce que il y a de l'humain, quoi. Cédric, c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. Merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour ta carrière, parce que t'as l'air d'être sur la rampe montante, et ça fait vraiment plaisir. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, et puis j'espère te recroiser bientôt. Trop bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, c'était super.